Aujourd'hui, on va parler des anxiolytiques et des antidépresseurs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu épineux, quoi. Un sujet un peu sensible, un peu tabou. Non, mais on peut le dire, voilà. On peut le dire. Attendez, Anatole, revenez. On va donc parler des anxiolytiques, littéralement des médicaments pour traiter l'anxiété, et des antidépresseurs, médicaments pour traiter la dépression. Mais pas que. Par exemple, les anxiolytiques peuvent être utilisés dans le sevrage alcoolique ou pour lutter contre les troubles du sommeil. Les antidépresseurs peuvent eux être utilisés contre les TOC, dans les troubles paniques, ou dans le cadre du trouble anxieux généralisé. Notez d'ailleurs que dans ce dernier cas, les deux catégories de médicaments peuvent être utilisées simultanément. On est donc dans la sphère psychiatrique, et ça en représente même une grande partie, mais pas toute. On abordera peut-être le reste dans une autre vidéo. Alors oui, on parle de psychiatrie, de ce qui se passe dans notre cerveau, et c'est peut-être pour ça qu'il y a pas mal de difficultés à en parler librement. Il y a comme un malaise autour de ça. Même nous, au comptoir, on n'est pas à 100% détendu avec ça. Alors, donc là, on a votre médicament pour la douleur, ici c'est pour le mal de gorge, et ça, c'est votre médicament pour le moral. Et on a tort de le voir comme ça. Parce que comme pour les autres maladies, on a un désordre au niveau du corps, on va en reparler en détail, et on aide à le résoudre avec des médicaments, ni plus ni moins. Et puis c'est pas forcément une bonne chose, mais c'est pas rare. Mais vraiment pas du tout. D'ailleurs, on entend souvent que la France est un des plus gros consommateurs d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Alors c'est un peu vrai, mais sans doute pas autant qu'on l'imagine. En fait, c'était vrai il y a quelques années. La France était vraiment un précurseur en la matière. Et dans les années 2000, on était même très largement au-dessus dans l'Europe et même dans le monde. Un rapport de l'ANSM montre que la consommation de ces médicaments a littéralement explosé entre 2000 et 2015. Un peu partout dans le monde, mais finalement un peu moins en France qu'ailleurs. Alors comme on avait de l'avance, la consommation est restée relativement élevée, mais finalement elle est en dessous de la moyenne des 29 pays de l'OCDE. En ce qui concerne en tout cas les antidépresseurs en 2015. Bon, pour les anxiolytiques, on reste deuxième consommateur d'Europe derrière l'Espagne. Mais bon, voilà, ça rétablit un peu les choses. Pour comprendre comment ça marche, on va revenir un peu aux bases. Dans le cerveau, on a tout un tas de molécules qui circulent et qui transmettent des informations entre les différents neurones. On appelle ces molécules des neurotransmetteurs. Parmi eux, il y en a dont vous avez sûrement déjà entendu parler, la dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline, la sérotonine, tout ça. Ces différents neurotransmetteurs, en passant de neurone en neurone, ils vont transmettre des informations spécifiques. La dopamine, elle transmet plutôt des informations de plaisir, de satisfaction. La sérotonine agit sur beaucoup plus de choses, mais elle est très liée au sentiment de bonheur quand elle est à un taux régulier. La noradrénaline est plutôt liée à l'excitation, à l'attention, à la vigilance, ce genre de choses. Le GABA, un peu à l'inverse, c'est un neurotransmetteur inhibiteur. Il va plutôt limiter la libération des autres neurotransmetteurs, et donc éviter l'excès du flux d'informations. Donc toutes ces molécules agissent en équilibre dans notre système nerveux et nous permettent de nous sentir bien, de ressentir les différentes émotions, mais aussi d'avoir des moments plus calmes, plus posés, etc. Malheureusement, il peut arriver que ce système soit déséquilibré. Il peut y avoir des prédispositions génétiques individuelles, mais la plupart du temps, les causes sont extérieures, environnementales. Différents événements ou traumatismes de la vie actuelle ou passée, conscients ou inconscients, peuvent jouer sur les différents neurotransmetteurs et donc causer des dysfonctionnements. Un déficit en sérotonine, noradrénaline et ou dopamine va empêcher le cerveau d'accéder facilement à ses émotions associées. Le plaisir, le bonheur, l'excitation, etc. On comprend assez vite que sans ces émotions, on va vite se retrouver avec des symptômes du syndrome dépressif. Tristesse, perte de motivation, plus avoir de goût aux choses, désintérêt, etc. A l'inverse, un déficit en GABA va empêcher cette régulation négative, et va donc entraîner un flux d'informations et d'émotions trop élevé, et peut donc être lié aux symptômes du trouble anxieux. Des angoisses, une instabilité émotionnelle, des insomnies, une agitation inappropriée, etc. Donc vous allez me dire, maintenant qu'on sait ce qui se passe, on n'a plus qu'à prendre un médicament qui contient le neurotransmetteur qui manque, et hop, voilà, c'est bon, c'est réglé. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous vous fichez le doigt dans l'œil. Il faut bien comprendre quelque chose.
c'est que tout ce qui touche à la psychiatrie en médecine est hyper individualisé, et se résout donc au cas par cas. Tout ce que je vous dis là, c'est des grandes généralités très grossières dont on se sert pour y voir plus clair, pour s'aider, parce qu'on a besoin de mettre des mots sur les choses. Mais en réalité, chaque cas est unique, il y a une personnalité, une histoire de vie, une génétique, etc. Et c'est pour ça que la toute première prise en charge, avant même de ne serait-ce qu'aborder la question des médicaments, c'est la psychothérapie. Il faut échanger avec un psychologue ou un psychiatre pendant souvent plusieurs semaines pour essayer de comprendre d'où vient le problème. Il y a plein de méthodes et de domaines différents dans la psychothérapie, et je vais pas m'attarder dessus ici parce que c'est vraiment trop vaste, mais je vous laisse un lien dans la description si vous voulez en savoir plus là-dessus. Et cette aide psychologique, elle peut suffire pour surmonter une mauvaise passe, apporter des clés pour mieux gérer certaines situations, etc. J'insiste, mais chaque cas est unique, et c'est vraiment le travail des psychologues et des psychiatres de vous comprendre et de résoudre avec vous votre puzzle. Maintenant, il peut arriver qu'en plus de la psychothérapie, une aide médicamenteuse soit nécessaire pour y parvenir. Une fois qu'on a bien ciblé le problème, on va essayer de jouer sur les neurotransmetteurs pour rétablir l'équilibre. Dans le cas des antidépresseurs, on va en quelque sorte faciliter la transmission des neurotransmetteurs entre les neurones. On a physiologiquement des mécanismes qui bloquent l'accès à une partie des neurotransmetteurs. Les antidépresseurs vont inhiber ce mécanisme, pour les neurotransmetteurs désirés, et donc en laisser passer une plus grande quantité. C'est ce qui se passe par exemple pour la classe généralement prescrite en première intention, les ISRS. On empêche la recapture, le blocage en quelque sorte, de la sérotonine, et donc au final, on en a plus. Il existe d'autres classes d'antidépresseurs, comme les ISRNA ou IRSNA, c'est super dur à dire, qui vont empêcher le blocage de la noradrénaline en plus de la sérotonine, ou les imipraminiques, une classe un peu plus ancienne qui va agir sur les trois à la fois. Les médicaments anxiolytiques les plus largement utilisés sont les benzodiazépines. Les quoi? Les benzodiazépines. Ah, les benzodiazépines, qu'on appelle benzo quand on est un petit peu dans le milieu. Elles vont plutôt agir en renforçant l'action du GABA, donc le neurotransmetteur inhibiteur, et donc on va essayer d'avoir plus de régulation. Sauf que des benzos, il y en a plein. Mais genre plein. Et ces médicaments, ils peuvent agir plus ou moins sur plusieurs choses. L'anxiété physique, l'anxiété psychique, une action antiépileptique, une action hypnotique, sédative, ou encore une action myorelaxante, pour les plus importantes. La question se pose alors, comment choisir un anxiolytique pour quelqu'un ? Et vous allez voir que l'aspect hyper individualisé et au cas par cas dont je vous parlais tout à l'heure va totalement prendre sens ici. Une équipe de chercheurs franco-belges, Jean-Marc et Valérie pour les citer, a proposé en 2014 un modèle pour définir les benzos en fonction de leur action plus ou moins prononcée sur tel ou tel critère. C'est un modèle en étoile où chaque branche représente un des effets, et plus l'effet est prononcé, plus la branche va être longue, sachant que l'intensité de l'effet varie de 0 à 5. Je trouve que cette représentation est hyper visuelle et permet tout de suite de voir sur quoi va agir le médicament. Si on prend l'exemple de l'alprazolam, une des benzos les plus consommées, on voit qu'elle a une action assez forte sur l'anxiété physique, donc l'angoisse, pas mal aussi, mais un peu moins sur l'anxiété psychique, et surtout on voit qu'elle est peu sédative, peu antiépileptique et quasiment pas myorelaxante. Donc on comprend tout de suite pourquoi c'est un anxiolytique de référence. Et je pense que vous comprenez avec cette représentation l'importance de bien définir au cas par cas le problème rencontré, de quoi une personne va avoir besoin pour choisir avec elle le médicament qui va le plus lui correspondre, tout en évitant le plus d'effets inutiles possible. Pendant qu'on y est, on va s'arrêter sur quelques exemples intéressants. Le zopiclone et le zolpidem, qui sont utilisés comme hypnotiques, on voit qu'ils ont quasiment que l'effet sédatif de développer en fait. On voit que le temazepam, lui, il fait pas grand chose en fait. C'est une sorte d'entrée en matière vraiment en douceur dans les anxiolytiques. À l'inverse du diazépam, lui, c'est quand même le champion de toute catégorie. Alors on trouve aussi le flunitrazepam, surnommé la drogue des violeurs, qui est la seule à avoir 5 sur 5 sur son action sédative hypnotique. Alors que ce soit pour les antidépresseurs ou pour les anxiolytiques, la notion de suivi est hyper importante. Suivi psychologique toujours, et suivi du traitement aussi. Parce que bien souvent on est sur quelque chose de périodique, pour accompagner un moment de la vie. Alors ça peut être quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais bien souvent le recours à un médicament psychiatrique c'est quelque chose de temporaire. Bon déjà, les anxiolytiques sont plutôt faits pour des traitements courts, ils agissent vite, ils sont là pour répondre à un problème passager. Leur prescription est limitée à 3 mois d'ailleurs.
A l'inverse, les antidépresseurs, ils agissent lentement, il faut bien souvent plusieurs semaines pour voir apparaître leurs effets. C'est bien pour ça qu'il faut les prendre suffisamment longtemps pour pouvoir juger de leur efficacité. Ah, vous vouliez une preuve que la prise de médicaments psychiatriques est quelque chose de périodique et lié aux événements extérieurs? Est-ce que vous connaissez La Covid. Eh bien, depuis le début de l'épidémie, la consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs a littéralement explosé. La NSM a publié des rapports régulièrement tout au long de l'épidémie, et les prescriptions augmentent à chaque fois en suivant les restrictions, les couvre-feux, etc. Je mets le lien dans la description si vous voulez aller voir en détail. Et bien voilà, la pandémie a clairement pu être un élément déclencheur de divers soucis de santé mentale. C'est normal, c'était nouveau, on était pas mal dans l'inconnu, et puis bon, voilà, on va pas revenir dessus, c'était la merde quoi. Et donc mécaniquement, ça a été une période psychologiquement compliquée pour beaucoup de gens. Mais c'est bien une période, un moment donné de la vie difficile, et c'est amené à passer petit à petit. Si vous pensiez que les troubles psychologiques étaient une affaire contemporaine, détrompez-vous. On trouve des premières traces de lutte contre les maladies mentales dès la préhistoire. Mais par contre, accrochez-vous et posez votre sandwich, parce que les méthodes utilisées étaient un peu extrêmes. On pratiquait la trépanation pour lutter, expulser le mal des malades. Concrètement, on leur faisait un énorme trou dans le crâne. On leur explosait la tête, quoi. Non, mais je sais pas si vous réalisez le truc, quoi. Salut ma Karine, ça va? Moi je suis débordé aujourd'hui. Bon, c'est bien simple. Trépas, je vais pas arrêter quoi. Moi je te laisse, j'ai ma trépas de 15h qui arrive. Bonjour monsieur, je vous laisse monsieur, on va passer la petite trépas. Ah bah nickel, ça s'est super bien passé. Non franchement, aucun souci, je suis content. On va pouvoir passer à la suite? C'est à vous monsieur. Bah non, ça marchait pas, non. Oh Karine, je comprends pas, j'ai explosé la tête du monsieur, il va pas mieux là. Bon, après, si on remonte un petit peu dans l'histoire, dans beaucoup de civilisations, on a tenté diverses pratiques plus ou moins claires autour du spiritisme, des prières, des incantations, etc. Et on voit émerger les premières utilisations de plantes et herbes médicinales. Ça y est, ça commence à se rationaliser un petit peu tout ça. Mais c'est bien à partir de l'Antiquité, et de l'époque des grands médecins grecs et romains, que les premières grandes théories sur les maladies mentales émergent, en rejetant la plupart des théories surnaturelles. A partir de là, l'utilisation de remèdes à base de plantes devient de plus en plus courante. On a par exemple des traces de l'utilisation de millepertuis, à l'époque surnommé le chasse-démon, comme antidépresseur, même si ça portait pas encore ce nom-là. D'ailleurs, le millepertuis fait encore partie des plantes utilisées contre les dépressions modérées aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas nouveau tout ça, ça a juste beaucoup évolué dans le temps. Et les premières recherches sur les médicaments psychiatriques chimiques datent des années 50. Le premier vrai médicament antidépresseur a été commercialisé en 1953, l'iproniazide, tandis que le premier anxiolytique verra le jour quelques années plus tard, en 1960. Bon, que ce soit les anxiolytiques ou les antidépresseurs, ce sont des médicaments qu'il faut prendre très au sérieux. Je rappelle que ce sont des substances qui vont agir, par différents mécanismes on l'a vu, sur ce qui se passe dans notre cerveau. Et donc ça peut entraîner des effets indésirables. Pour les anxiolytiques, les effets vont être liés à l'action de la molécule utilisée, comme on l'a vu sur le schéma en étoile. Par exemple, ils peuvent entraîner un effet sédatif non désiré, ou qui se prolonge un peu trop longtemps. Voire, pour les plus puissants, une amnésie antérograde, c'est-à-dire qu'on va oublier tout ce qui se passe après la prise. On peut avoir une perte de tonus musculaire, ou divers troubles du comportement. Mais le risque numéro 1, c'est celui de la dépendance et de la tolérance. Les anxiolytiques agissent vite et bien, mais l'organisme a tendance à s'habituer. Et petit à petit, une dose qui était efficace ne va plus suffire à entraîner les mêmes effets. Autrement dit, il faudrait augmenter la dose pour obtenir un effet similaire. Vous comprenez qu'avec ce système, on peut vite arriver à une escalade de doses qui serait terrible pour la santé. C'est pour ça qu'il y a des mesures de mise en place pour éviter ça. Déjà, on débute toujours un traitement par anxiolytique avec des doses faibles. Et on monte petit à petit jusqu'à trouver la dose minimale efficace. Ensuite, on a une surveillance régulière, et l'objectif est de diminuer petit à petit les doses jusqu'à un éventuel arrêt complet. D'ailleurs, on n'arrête jamais brutalement un traitement par anxiolytique, et dans la mesure du possible, le traitement doit être de courte durée. Alors je sais très bien que des personnes sont amenées à en prendre sur des périodes beaucoup plus longues. Mais rappelez-vous ce que je disais en début de vidéo, tout ce qui touche à la psychiatrie en médecine est hyper individualisé. Et il est tout à fait possible d'être stabilisé avec un anxiolytique sans observer de phénomène de tolérance. Les antidépresseurs ont aussi leur lot d'effets indésirables.
Si on reste sur les ISRS, la classe la plus courante, justement parce qu'elle comporte un peu moins d'effets indésirables que les autres, il y en a quand même pas mal. On a souvent des troubles digestifs en début de traitement, qui peuvent d'ailleurs empêcher la poursuite du traitement, mais aussi des troubles divers du comportement, des tremblements, à long terme on peut avoir des troubles du rythme cardiaque, et encore potentiellement d'autres. Et encore, là je vous parle même pas des autres classes, où la liste peut encore largement s'allonger. J'ai un peu cassé l'ambiance là, non ? Donc ok, là ça fait un peu peur, mais je trouve ça important de dire ces choses-là, et de pas banaliser la prise de ces médicaments. Parce que je vous jure, des fois j'entends des histoires, des collègues ou amis qui se passent leurs médicaments entre eux, ou alors qui proposent un anxiolytique dès que quelqu'un a un petit coup de moins bien. Alors non, s'il y a bien des médicaments qu'il faut pas prendre en automédication, c'est cela. Qu'on soit bien d'accord, on peut totalement être amené à prendre un de ces médicaments, avec l'avis d'un médecin ou d'un psychiatre, qui va avoir pris le temps de juger que c'était nécessaire, qui va suivre avec vous l'évolution, voir si le médicament est bien toléré, s'il est efficace, etc. C'est juste que c'est pas à prendre à la légère. Alors on résume en une phrase. Les antidépresseurs et les anxiolytiques sont des médicaments qui agissent sur les neurotransmetteurs pour aider à résoudre des troubles psychiatriques périodiques en plus de la psychothérapie. Il faut les manipuler avec une grande précaution, mais ils peuvent être d'une aide précieuse pour les gens qui en ont besoin. Et à partir de là, il n'y a pas de tabou à avoir. Et j'espère que de plus en plus, on pourra être comme ça au comptoir. Alors là, c'est votre médicament pour la douleur, celui-ci c'est pour le mal de gorge, et là c'est votre antidépresseur. Donc ça fait 1 mois déjà que vous l'avez, hein. Ça va, vous le tolérez bien ? Ouais ? Est-ce que vous vous sentez un petit peu mieux depuis ? Et merci à tous d'avoir suivi ce 6e épisode d'If j'espère qu'il vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner, à partager, parlez-en autour de vous si vous avez trouvé ça cool. Et puis on se revoit très bientôt pour un prochain épisode, à bientôt. Oh là là, n'empêche, on apprend des trucs avec Ifuno, hein. Incroyable. Ouais, c'est vrai. Il est bon ce beignet. T'es en train de manger, toi ? Mhm. C'est un manque de respect pour les gens qui sont en train de liker, de commenter ou de partager la vidéo. Ah, pardon. Pas grave, ils te le pardonneront.